Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans Watcher in the Sky, Hélène et Lucas constatent des phénomènes étranges à leur travail. Des animaux étranges seraient liés à ces phénomènes. Nous reprenons alors qu'Arthur se rend chez son mentor à l'hôpital Sainte-Marie. Bonne écoute de Watcher in the Sky, épisode 2. Arthur, tu es arrivé dans les jardins de l'hôpital Sainte-Marie-Bethléem. Et il y a Abraham Kell qui est assis sur la pelouse, sur un mobilier de jardin en fonte, bien sûr. Et il profite du soleil et tu le vois, il complète les mots croisés du Times tranquillement. Alors tu sais que depuis son accident, lors de son service en Afrique du Sud, où il a pris une balle dans la main, il a pris une balle dans la main droite qui est déformée, et donc il utilise sa main gauche. Et il porte un pyjama, une robe de chambre, et il semble plutôt soigné, c'est-à-dire qu'on prend soin de lui, il est bien traité. Il te voit comme ça, il te regarde d'un air un peu interrogatif, alors que tu t'approches et... Je le salue. Abraham, je suis vraiment content de voir que vous allez bien. Alors il te regarde, il tend la main gauche, et tu vois, il est un peu interrogatif. Abraham, c'est moi, c'est Arthur. Ah oui, Arthur, oui, je me rappelle maintenant, oui, Arthur. Ah, ça me fait tellement plaisir de te voir, Arthur. Je suis un peu perplexe parce que pour moi c'est un esprit brillant et on comprend pas du tout qu'il ait eu ce moment d'égarement en fait. Bon, je le regarde savoir ce qu'il va dire après. Il retourne sur son mot croisé, tu vois, il essaie de réfléchir à des solutions. Et alors, comment vas-tu, mon petit Arthur? Ça va bien? Mais écoutez Abraham, moi ça va bien, je suis en dernière année, c'est bientôt fini, bientôt je serai ordonné, donc beaucoup de travail, mais c'est passionnant. Et je vous dois quand même beaucoup, vous savez, je vous l'ai dit, mais je vous le redis, c'est votre c'est tous vos lumières et... Lumière, c'est ça, lumière. Et il commence à remplir un mot sur son mot croisé. Et puis il griffonne, tu vois, il griffonne assez hâtivement sur son mot croisé et il fait... est-ce que vous pourriez m'amener un verre d'eau, s'il vous plaît, infirmière? Il y a un infirmière ou... Non, il n'y a que toi. Oui, bien sûr, je fais ça de suite. Donc je vais essayer de chercher une infirmière pour qu'on apporte un verre d'eau. D'accord. Et tu reviens le voir sans doute. Il y a de la place à côté de lui ou pas? Enfin, je peux m'asseoir à côté de lui ou... Oui, il y a de la place à côté de lui. Et tu le vois, il écrit assez frénétiquement sur son mot croisé. T'es à droite, son croisé à gauche, il écrit comme ça, assez nerveusement dessus, en appuyant un petit peu. Tu t'aperçois que c'est un peu noirci. Il fait... Alors, mon petit, qu'est-ce que vous devenez? Comme je vous ai dit, il est en dernière année, mais... Et vous, le docteur, qu'est-ce qu'il vous a dit? Le docteur Bradfleet. D'ailleurs, peut-être qu'on va le croiser, on va pouvoir lui parler. Mais de qui parlez-vous donc? Taisez-vous, vous ne les entendez pas, vous? Chut. Et puis il continue à griffonner de plus en plus. Et il a un espèce de tic assez agaçant. Je sais pas si c'est sa maladie, si c'est la sénilité, mais voilà, il a ce sifflement et sa façon de bouger sa tête, c'est assez désagréable. Et tu t'aperçois qu'il commence à déchirer le papier sur lequel il est en train d'écrire. À force d'écrire dessus. Je lui entraîne un bras. Je lui fais, Abraham, calmez-vous, enfin, tout va bien? Et tu t'aperçois que la feuille sur laquelle il est en train d'écrire, en fait, elle est noircie de mots complètement bizarres.
peut-être même étrangers, ou c'est juste des symboles, je sais pas trop, et qui débordent de partout, et en fait, ils commencent à former une espèce de spirale, ou une étoile en spirale, tu sais pas trop. Ça te bouleverse profondément, parce que cet homme brillant, alors, ou est devenu fou, ou sénile, mais il est dans un état assez pitoyable, et ça t'inquiète un petit peu. Tu vas me faire un test d'équilibre mental. Je descends là. Il commence à se taper vraiment fort le crâne. Tu dis, il est vraiment pas bien. Et, elles peuvent pas. Mais moi, je sais que c'est là. Elles me croient pas. J'ai voulu l'enlever avec un couteau une fois. Ils m'ont empêché. Et est-ce que je peux prendre la feuille dans laquelle il griffonnait ou... Ouais, tu peux prendre la feuille parce qu'il a laissé complètement à côté. Il te serre fort la main comme ça. Tu les entends, toi aussi? Mais quoi? Mais qui? Des voix? Il y a quelqu'un qui vous parle, Abraham? Mais tu sais bien, il nous parle toujours à nous. Tu le sais. Tu le sais, mon petit Arthur. Mais Dieu? Non, Dieu ne mène pas, voyons. Dieu ne mène pas, n'importe quoi. Je suis surveillé, tu le sais. C'est des oiseaux. Ils m'observent, les oiseaux. Tu crois que ce sont eux les messagers de Dieu? Je regarde autour de moi, est-ce que je vois des oiseaux? Tu vois des oiseaux, effectivement, qui sont un peu nichés ci et là dans les arbres du jardin. Mais pour l'instant, tu comprends pas trop. Il paraît complètement allumé, quoi. Écoutez, Abraham, je voudrais parler à quelqu'un, et puis revenez me voir de toute manière. Tais-toi, ils nous observent. Tu sais bien, les oiseaux. Ils nous observent. Alors, ça te paraît étrange, mais plus que tu repenses aux symboles qui sont là et qui sont un peu étranges aussi. C'est pas une folie. Pour toi, c'est pas de la folie, c'est plus bizarre. Tu te souviens d'un magazine. Un magazine qui s'appelait Observateur d'un autre monde. Et qui parlait de créatures venues d'ailleurs, qui auraient la faculté de nous observer, qui pouvaient voyager à travers l'espace. Alors, pour toi, ça c'est des théories fumeuses, hein. C'est un peu comme les gens qui parlent d'objets volants non identifiés, ce genre de choses. Mais voilà, il te semble assez perturbé et t'as un peu peur pour lui. Comme je l'ai dit, je vais essayer de croiser le docteur Bradford. Alors, pour l'instant, il n'est pas spécialement disponible, mais je sais pas, là, il est dans le jardin. Est-ce que tu veux aller dans sa chambre, le raccompagner, ou aller toi tout seul dans sa chambre? Je sais pas. Parce que... Non, je vais aller tout seul dans sa chambre, en fait. Effectivement. Je vais le laisser dans son état. Je vais juste dire à une infirmière qu'il est agité. Et je vais dans sa chambre, ouais. Alors, quand tu dis à l'infirmière qu'il est agité, elle dit le docteur Bradford va l'observer. Sans doute, faudrait le ramener à sa chambre. Alors, je vais le faire. Alors, vous inquiétez pas, je vais le ramener dans sa chambre. Bien, faites attention. Hein, il peut tomber dans les marches, dans les escaliers. D'accord, je vais faire attention. Et donc tu le raccompagnes à sa chambre là il est perdu, quoi. Il est dans ses délires complets. Tu essaies de l'apaiser comme tu peux. Tu le ramènes à sa chambre. Je sais pas si tu l'assois, si tu le mets dans son lit. Je sais pas ce que tu fais. Je l'assois. Plus simple que l'allonger, ouais. Tu l'assois sur un siège ou dans son lit? Non, tu sais pas. Non, sur un siège. Sur un siège. Ok. Donc il est dans sa chambre comme ça. Il regarde dehors, l'air un peu inquiet. Il a l'air de chercher les oiseaux du regard. Moi, je regarde si il a ses motifs obsessionnels, en fait, il les a fait ailleurs que... Enfin, toi, si je retrouve les motifs griffonnés quelque part. Alors, tu cherches un peu rapidement dans sa chambre, ci et là, et tu te rappelles que il aimait bien souvent garder sa Bible sous son oreiller, et donc, naturellement, tu vas regarder là, et tu t'aperçois qu'il y a une correspondance entre lui et un certain Pritam Singh.
Alors tu te demandes qui ça peut bien être, et la correspondance fait mention de... Visiblement, Abraham demandait des informations sur des créatures, et la personne qui lui répond lui suggère lui a suggéré une liste de livres dans les archives folkloriques de la bibliothèque dont il est le bibliothécaire, visiblement. Et lui suggère de s'y rendre personnellement. Il y a une adresse, et l'adresse c'est l'université, la vieille bibliothèque de l'université de Bridgester. Fort de ces nouvelles, nos 3 investigateurs ont été confrontés à des phénomènes étranges et sont sans doute amenés chacun d'entre eux à se rendre à cette vieille bibliothèque de l'université de Bridgester pour des raisons qui leur sont propres, mais sans doute pour trouver plus ample information sur les phénomènes qu'ils ont pu rencontrer, les uns et les autres. Et je vais supposer que c'est ce que vous faites. Il va falloir 1 heure en voiture ou en train, je ne sais pas comment vous voulez faire pour vous y rendre. Et Ouais. Moi, j'y vais en voiture et auparavant, j'essaie de téléphoner à le fameux Pritam Singh. d'accord. Quand tu appelles, en fait, tu tombes t'as pas son numéro, tu tombes sur l'université de Bridgester qui te dit que ils passeront le message, mais qu'on ne peut pas appeler dans la bibliothèque, ça va sans dire. Et donc tu t'iras en voiture assez rapidement, d'accord. Lucas. Me concernant, je vais passer voir ma secrétaire, Madame Barry, pour qu'elle me réserve directement un billet de train. Et en parallèle, je vais retrouver de ma femme pour ça, juste lui dire que je m'absente pour la journée, qu'elle s'inquiète pas si jamais elle devait prendre de mes nouvelles à l'université. Alors, vous n'avez pas de personnel de maison. Et quand tu appelles chez toi, elle ne répond pas, et tu te rappelles qu'effectivement elle avait rendez-vous sans doute chez le bijoutier pour se faire réajuster sa bague. Et donc tu l'auras sans doute peut-être là-bas une fois que tu seras arrivé ou avant de repartir. Voilà, il n'y a pas de raison que la journée a à peine commencé, il n'y a pas de raison qu'elle s'inquiète outre mesure. Tu t'arrives de rester tard au bureau. Donc tu y vas, Roberta te fait un grand sourire en te disant qu'elle a réussi à réserver le billet pour le prochain train qui part dans 20 minutes et que il n'y avait plus beaucoup de place, mais que elle a fait valoir qu'un éminent professeur devait s'y rendre, et elle est toute souriante, elle a beaucoup de douceur envers toi en t'annonçant tout ça en fait. Je la remercie chaleureusement, avec une petite caresse sur l'épaule en prenant le ticket. Alors elle rougit un peu et elle te donne bon voyage. Toi, Hélène, tu te rends aussi à cette bibliothèque, mais j'ai pas oublié que tu avais passé quand même plusieurs, au moins 2 heures, 2 bonnes heures dans la bibliothèque de biologie, celle que tu avais de coutume pour rechercher les ouvrages, et c'est là que tu t'es aperçu que tu t'es dirigé vers l'ancienne bibliothèque, puisque tu as longtemps compulsé les ouvrages sans trouver aucune information. Donc, ce faisant, nous allons faire une petite ellipse et on va se retrouver en début d'après-midi. Peut-être que toi, t'as déjà été à l'ancienne bibliothèque, Hélène, puis que t'es reparti pour manger avant d'y retourner ensuite. Mais vous allez tous vous retrouver, bon an mal an, à la vieille bibliothèque de l'université. Vous êtes accueillis là-bas par le bibliothécaire, Monsieur Singh, et qui sera ravi de vous aider dans vos recherches si vous avez besoin. Vous êtes donc arrivé à l'ancienne bibliothèque qui est située au centre de l'université, à l'intérieur du bâtiment principal. La salle de lecture est aérée, agréable et silencieuse. Le bibliothécaire Monsieur Singh est formel, serviable, mais vous le voyez attentif à ce que toutes les conversations restent le plus silencieuses possible. Et vous allez entreprendre chacun de votre côté, en fait, à consulter ouvrages, lire des articles. Et ce faisant, vous allez me dire évidemment vers quoi vous tendez vos recherches.
vous allez vous apercevoir en fin de journée que vous n'êtes que tous les trois avec Monsieur Singh et que vous avez essentiellement été longtemps que tous les trois. Moi, je me dirige directement vers l'ouvrage Hypothèse et faits sur les créatures. C'était mon principal indice. Pour ma part, je vais faire 2 recherches, donc une sur les oiseaux que j'ai pu apercevoir, savoir si je peux avoir des informations supplémentaires par rapport à cela. Et également sur cette pierre, savoir que c'est comment des rappels justement sur cette pierre ou par rapport à sa luminescence. Des phénomènes physiques un peu étranges sur des. Exactement, ouais. D'accord. Alors sur la créature, tu sais quoi que tu voulais savoir exactement? En fait, quel type d'oiseaux j'ai pu apercevoir? Donc peut-être que j'ai fait un croquis rapidement avant de partir en les observant. Et parce que je connais pas forcément l'espèce. Voilà. D'accord. Et toi, Arthur? Moi, j'ai la liste des ouvrages qu'il avait mentionnés, non, quand dans ses courriers avec Abraham. Oui, tu as la liste des ouvrages et en fait, notamment visiblement c'est pas des ouvrages sur les créatures, c'est plutôt des ouvrages sur dans l'histoire, les créatures dans l'histoire. Ou est-ce que ça avait déjà été mentionné quelque part? C'est plus des livres historiques en fait, on va dire, qui sont notés dans ta liste. D'accord. Et le magazine Observateur d'un autre monde, c'est quelque chose que moi je connais ou que je pourrais retrouver? Oui, c'est un magazine que t'as pu feuilleter. T'es pas abonné à ça, mais t'intéresses un peu des fois aux phénomènes occultes et t'as pu dénicher ça dans des. Voilà, c'est vraiment des magazines un peu un peu vulgaires, un peu voilà, qui essaient de mettre du sensationnel là où il y en a pas pour faire voilà, écrire un papier, une histoire sur quelque chose. Mais bon, tu relativises. T'as beaucoup d'ineptie dans ce genre de. D'accord. C'est pas les Verpentères. Non, pas du tout. Bah, je vais regarder les livres historiques qui mentionnent ces créatures qui. D'accord. Lucas, tu vas d'abord dans une section plutôt de référence géologique, on va dire. Elle est assez petite, donc il y a plusieurs références et tu sors plusieurs ouvrages, tu commences à les croiser et tu trouves des légendes. Alors tu tombes là-dessus, c'est bizarre dans des références de géologique, mais il y a des légendes folkloriques locales, on va dire, qui mentionnent que il y avait des météorites qui auraient pulsé une énergie cosmique une fois qu'elle serait arrivée sur Terre. Et donc il est fait mention de ça au détour d'analyse de pierres étranges, en fait, des pierres venues de l'espace dans ce livre de géologie. Et tu croises un petit peu avec les livres d'astronomie que t'as pu trouver et tu t'aperçois que souvent c'est les pierres dont il parle, ce serait revenu serait issu d'une pluie météore qui serait tombée en Angleterre en 1598, quelque chose comme ça. Donc ça date, hein. Mais tu trouves ce genre d'ouvrage et tu continues en fait un peu interloqué. Tu te dis peut-être qu'il y a d'autres, il est fait mention autre part de ce genre de phénomène de pierre, autre part dans le monde peut-être même. Et donc tu te dis que peut-être tu pourrais trouver un ouvrage qui parle de ça. Et tu trouves une référence dans un article de géographie qui te mène à un autre article qui est lui-même intitulé « Autre observation faite au cours d'une expédition himalayenne » en 1816. Et dedans, tu trouves... c'est une expédition qui a mené à trouver une pierre étrange avec cette espèce de pulsation, et tu t'aperçois qu'il part d'une créature qui aurait été assemblée de différentes parties d'hommes, de bêtes ou même de champignons, quelque chose comme ça. En l'occurrence, il s'agissait d'un singe.
ça t'a pris du temps de faire tout ça et ta dernière recherche s'orientait peut-être plutôt vers la biologie, mais là tu t'y connais pas trop, donc tu vas peut-être errer au rayon biologie pour essayer d'en apprendre plus effectivement. Hélène, de ton côté, tu as directement demandé à Monsieur Singh le livre dont tu m'as parlé, c'est en fait c'est pas un livre, c'est une collection. Et donc elle est assez mal organisée, il faut que tu farfouilles dans les différents articles. Et au bout d'un moment, tu tombes quand même sur un article qui parle de corbeaux. Et bon, il est bien sûr connu que les corbeaux, depuis l'époque médiévale, sont réputés pour garder la tour de Londres. Et il parle des phénomènes étranges de ces animaux qui sont particulièrement intelligents. Par exemple, quand un corbeau meurt, les autres se rassemblent pour faire comme un enterrement du corbeau. Il crie autour de lui pendant qu'il est enterré. C'est une entrée de journal de 1816 qui est mentionnée, mais qui n'est pas conservée dans des archives, qui parle de corbeaux qui pourraient se disputer comme des humains et qui pourraient s'entre-déchirer entre eux. Tu trouves aussi que ces corbeaux ont une telle intelligence que certains cultes humains ont pu se former autour de ces animaux et les vénérer en quelque sorte dans les temps anciens. Il y a notamment des cultes qui ont été précisément dans les régions des lacs. Il y a un culte qui a été documenté par les biais de lettres d'un prêtre local en 1598. Et il s'avère que ce culte aurait sacrifié... les membres du culte sacrifiaient leurs filles aux oiseaux. Et ensuite ils mangeaient le cadavre offert. Alors ça explique pas comment... les phénomènes anatomiques que tu as vus, mais tu te dis, des oiseaux qui mangent des humains, peut-être ça peut faire des malformations à la longue, mais ça semble quand même vraiment très très surprenant. Et tu continues à chercher tes ouvrages un petit peu en biologie et tu croises un homme. Alors un homme qui est assez grand, assez fin, peut-être austère. Est-ce qu'il peut... Tu te décrirais comment, Lucas, qu'est-ce qu'elle voit en fait, Hélène, quand elle arrive? Tu vois un homme donc, en costume 3 pièces, cravate, petites lunettes, les cheveux un peu pêle-mêle, un peu dégarnis, et je suis plongé dans plusieurs ouvrages. Et je feuillette rapidement les pages en balayant les mots avec mon doigt au fur et à mesure en disant non, c'est pas ça, non, ça... Peut-être, ah oui, Himalaya, peut-être. Et il y a une jeune femme donc qui arrive dans ce rayon, qui a pas feutré mais suffisamment fort pour que Monsieur Singh le remarque en tout cas. Comment est-elle cette jeune femme? Eh bien, elle est de taille moyenne, les yeux clairs, la peau plutôt blanche avec des petites rougeurs et des cheveux mi-longs, bouclés. Pas en bataille, mais pas très bien coiffé. Et ses vêtements sont plutôt, on va dire, comment dire, d'un milieu moyen, voire pauvre. En fait, on voit clairement qu'elle ne fait pas très attention à son apparence. Et vous heurtez presque en fait en cherchant dans le rayon. Vous savez, il y en a un qui commence à prendre la rangée à partir de la gauche, l'autre qui part de la droite, et vous réunissez. Et vous êtes un peu surpris de découvrir l'autre personne parce que vous pensiez être seul tout à vos recherches. Et vous vous surprenez comme ça l'un et l'autre en face de ce rayon de bibliothèque. Je vais avoir un petit pas de recul. Oh, mademoiselle, excusez-moi, j'étais plongé dans cet ouvrage. Veuillez m'excuser.
C'est moi, monsieur. De même, je cherche vraiment des informations sur des corbeaux étranges. Enfin bon, bref, je veux pas vous embêter avec ça. Je me présente. Je suis Hélène Howell et je te tends la main comme ça. Je suis étudiante en sciences ici à l'université. Enchanté, mademoiselle Howell. Je suis le professeur Lucas Wright. Oh, vous êtes professeur dans quel domaine? Alors ça varie, physique, géologie, suivant mes heures, les violons d'Ingres. D'accord, très bien. Eh bien, enchanté. Écoutez. Et vous dites, vous êtes à la recherche de quel type d'information? Eh bien, en fait, pour tout vous dire, ce matin, j'ai eu l'occasion de procéder à une dissection d'un corbeau étrange, on va dire. Enfin, il avait de corbeau que l'apparence, puisque quand j'ai réussi à le disséquer, j'ai constaté vraiment que sa morphologie était complètement atypique. Son œil ressemblait plus à celui d'un chien. Au niveau de sa cage thoracique, les os étaient similaires à des phalanges humaines. Enfin, vous allez me prendre pour une folle, mais je cherchais plus d'informations si ce type d'oiseau avait été déjà... Non, mais continuez, ça a l'air fascinant. Ah bah très bien, tu vois que je rougis du coup. Et dites-moi, vous venez d'où? De quel collège? Si je peux me permettre. Bah, je fais mes études à Bridgechester. En fait, je suis de cette université. Fascinant. Figurez-vous que ce matin, alors, c'est peut-être juste une coïncidence, mais personnellement, j'officie au Royal College of Science à Londres et j'ai pu observer un agroupement des oiseaux. Alors oui, les oiseaux, mais j'ai pas forcément reconnu l'espèce qui tournoyait un petit peu comme ça dans le ciel. Et peut-être que ça fait écho justement à votre travail ou à peut-être qu'il y a une corrélation par rapport à ça. Peut-être que ce serait une nouvelle espèce qui vient d'arriver sur Londres et encore inconnue. Mais moi aussi, Là, j'ai trouvé ce corbeau étrange mort, mais j'ai vu aussi un attroupement non loin du bâtiment. En arrivant? En me rendant ici, aux archives. D'accord. Arthur, toi, tu vas compulser avec l'aide de Monsieur Singh parce que il connaît bien sa bibliothèque et toi, t'as plutôt l'habitude des bibliothèques de la congrégation, quoi. Donc, tu vas regarder dans les références qui sont formulées et tu arrives dans un endroit, un rayon de littérature médiévale. Donc tu commences à compulser la référence en question et tu t'aperçois que ça parle de... Alors t'as un peu plus l'habitude, c'est plutôt, on est sur du 12e, 13e, 14e siècle, quelque chose comme ça, et il parle de créatures qui ressemblent à des serpents plutôt qu'à des oiseaux, ou une créature qui est une cocatrix, un autre un basilic. Voilà, ces créatures un peu mythologiques dont les conteurs et les troubadours parlaient autrefois. Et tu t'aperçois qu'il y a des livres qui décrivent que des créatures comme ça un peu étranges apparaissent à des intervalles d'un peu plus d'un siècle. Il y a différents ouvrages qui en parlent et donc c'est un amalgame de chimères, en fait, des morceaux de créatures amalgamés qui, comme ça, pas tout à fait les 100 ans, mais tous les siècles environ, un ouvrage en parlerait. Alors tu t'intéresses un peu plus à ça et tu commences à compulser d'autres ouvrages, un deuxième livre qui t'est indiqué et tu tombes sur une référence qui parle d'un poème bavarois, donc un poème bavarois du 19e siècle qui s'appelle Le Grand Cycle. Ce poème il est écrit en spirale et alors tout de suite ça te trouble parce que ça te fait penser à ce qu'écrivait Abraham Kehl et c'est un seul mot allemand. Alors, t'essaies de traduire grossièrement et ça veut dire quelque chose comme « Il voyage au rythme de la roue et de la musique qui tourne au cœur de l'espace,
alors qu'ils partent et reviennent au rythme de la roue qui tourne pendant leur voyage. Et ainsi se termine Watcher in the Sky, épisode 2.